Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouveau webinar du Florian Mansion Institut. Alors comme il est d'usage, je vais vous demander de gentiment me confirmer que vous me voyez bien, vous m'entendez bien en nous le disant dans le chat qui est à votre disposition. Bonjour, ok. Et puis des petits pouces, des petits cœurs, ce que vous voulez. Merci. Nous sommes près de 360 inscrits pour ce webinar. Donc vraiment merci beaucoup pour votre disponibilité. Vous pouvez aussi nous dire et me dire où vous êtes, dans quelle ville vous êtes, en France, ailleurs. C'est sympa de savoir parce que c'est la magie des webinars. On a des gens d'un petit peu partout. Bonjour Philippe Mémard, Stéphane Detray, Christophe Medge, Montpellier, Nîmes, Lyon. Je vois ça. Alors ça défile très très vite parce que vous êtes très nombreux. Donc je vais essayer d'être homme orchestre ce midi. On a une heure, donc pas une minute de plus. Je vais essayer de rester dans la gestion du temps au maximum. Montpellier, etc. On va parler de travailler moins en gagnant plus. J'ai voulu parler de ça. Alors évidemment, vous voyez très bien la référence que je peux faire à divers hommes politiques ou auteurs sur cette terminologie-là. Et pour ça, je vais vous raconter mon histoire. Donc j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Allez, c'est parti. Évidemment, vous n'hésitez pas à interagir, à pas forcément être d'accord, tout ça dans la bienveillance, bien sûr. Je n'ai pas une vérité, il n'y a pas une vérité en matière de gestion du temps et sur cette thématique-là. Je vais vous raconter la mienne et celle que nous, on peut prôner, les quelques informations qu'on peut vous donner là-dessus. On pourra aussi poursuivre les échanges sur LinkedIn pour ceux qui ne sont pas encore connectés avec moi. N'hésitez pas à vous connecter soit avec moi, soit avec la page du Florian Mansion Institut. J'ai commencé par un sondage sur LinkedIn. Peut-être certains d'entre vous ont déjà répondu à ce sondage. Il y avait 171 répondants, votants, sur est-ce que vous préférez travailler moins ou gagner plus. Alors, je vais vous demander à vous maintenant de réagir dans le chat et de me dire est-ce que vous préférez travailler moins ou gagner plus. Antananarivo, merci Harry qui nous fait toujours voyager. Harry qui est notre partenaire Central Test et qui est à Madagascar, génial. Elke qui dit les deux. Alors non, je suis pas Elke, je ne suis pas Jean-Pierre Foucault, il n'y a pas de 50-50, il faut choisir. À un moment donné, il faut choisir. Donc, est-ce que c'est travailler moins ou gagner plus les uns les autres là. Allez, j'attends vos réponses. Ça va faire venir aussi tous les différents participants qui sont parfois un petit peu en retard. Joker, alors travaillez moins, travaillez moins, gagnez plus. Gagner plus, un équilibre, me dit Franck, travailler moins de 70 heures par semaine, dit Michel. C'est vrai que c'est beaucoup, 70 heures par semaine, Michel. Après, il faut voir si votre semaine va de où à où. Bonjour de Clermont, travailler mieux, dit Florence. Effectivement, il y a aussi ça. Gagner plus, et s'il faut choisir. Et vous voyez que quand je pose la question sur le sondage, que ce soit dans le chat ou que ce soit sur LinkedIn, j'étais assez étonné en fait que ce soit très équilibré. Vous voyez les stats, c'est 49-51. Donc, il y a vraiment un petit peu les deux. Bonjour Augustin. Augustin Valero, mon associé, est là aussi. Un certain nombre de nos consultants sont là avec nous et Augustin est là. Donc, effectivement, c'est pas tranché. Et moi, je vais essayer de vous raconter comment j'ai essayé de travailler moins en gagnant plus. Et ça s'est pas fait par hasard, c'est toute une histoire personnelle qui va me faire arriver là. Et l'acte fondateur, au-delà de ce qui s'est passé avant le 17 mars 2016, l'acte fondateur, c'est un accident. C'est pas le mien, c'est pas ma cheville, c'est la cheville de mon épouse qui, le 17 mars 2016, va se fracturer les deux malléoles de la cheville droite, malheureusement, en allant chercher nos enfants à l'école. Et le temps que j'arrive à l'hôpital de la Péronie, donc à l'hôpital central de Montpellier, pour ceux qui ne sont pas de Montpellier, aux urgences de la Péronie, donc c'est vraiment l'endroit où, quand vous avez un gros problème, vous allez, en général. Le temps que j'arrive, mon épouse sort de radio, donc je me dis, mince, ils ont été très rapides quand même, et la chirurgienne orthopédiste arrive en même temps, la tête un peu baissée, et je sens qu'elle ne va pas annoncer que des bonnes nouvelles, elle ne va pas nous annoncer, à moi et à mon épouse surtout, que des bonnes nouvelles. Et là, la chirurgienne orthopédiste nous regarde, nous dit, bon, vous passez numéro 1 au bloc. Alors nous, on n'est pas dans le milieu médical, donc qu'est-ce que ça veut dire numéro 1 au bloc? Je comprends un peu. Et elle me dit, votre épouse va partir tout de suite se faire opérer.
Je dis, ah bon, mais elle est juste, la cheville de ma femme était gonflée, hein, on ne voyait pas il n'y avait pas de fracture ouverte, donc on voyait une grosse cheville bleue. Oui, oui, monsieur, c'est tout cassé à l'intérieur, il faut qu'on répare, et c'est très urgent, il faut y aller tout de suite. Et dans mon esprit à moi, vous passez numéro 1 au bloc opératoire aux urgences d'une grande ville comme Montpellier, vous vous dites que c'est vraiment extrêmement grave, hein, c'est vraiment extrêmement grave. Donc là, je commence à prendre conscience que les choses sont importantes et ça ne va pas être simple. Et puis, je sens qu'elle a d'autres choses à nous raconter. Et donc, elle nous dit, bon, bah, une fois qu'on aura fait l'opération, vous allez rester une semaine, 10 jours à l'hosto. Ah, très, très bien. Et puis, parce qu'on va mettre des plaques, des broches, des vis et des trucs, des machins. Vous voyez ce qu'on voit dans la cheville. Il faut imaginer tout ça dans votre cheville. Hein. Donc c'est quand même, voilà, c'est de sacrée bricole. Derrière ça, bonjour Patricia, vous présente ses excuses à l'impératif familial, pas de problème Patricia. Derrière ça, elle nous dit, on sent qu'elle a encore des choses à nous dire, et puis elle nous dit, vous allez pas marcher pendant 4 à 6 mois. Ah. Et non seulement vous n'allez pas marcher, mais vous allez être obligé d'avoir la jambe droite, donc c'est 4 à 6 mois alité, la plupart du temps. Ah. Et puis vous n'allez pas conduire pendant plus d'1 an, et dans 1 an ou 2, on va vous réopérer peut-être, et vous ferez du kiné 3 fois par semaine, etc., etc. Et là, je dois avouer que en une fraction de seconde, mon univers à moi, et là je me retourne vers moi, ma gestion du temps va être complètement chamboulée. Parce qu'on a fait le choix avec mon épouse de travailler ensemble, elle travaille aussi au cabinet avec nous, c'est notre responsable financière, et on a fait le choix familial, on a 2 enfants, et elle s'occupe beaucoup des enfants, etc. Et là, ça va être compliqué, moi ça me permet de faire beaucoup de choses, de sortir dans des milieux économiques, de faire des formations à l'autre bout de la France, ce genre de choses, et là, ça va plus devenir possible. En tout cas, notre organisation telle qu'elle est. Donc, il va falloir que je me réorganise complètement. Et en quelques fractions de secondes, aux urgences de la Péronie, je me retrouve à devoir repenser mon organisation, Ce que je ne vous dis pas, et je vais vous raconter un petit peu après, c'est que qui je suis, Loïc Douillère, co-gérant du Florent Mansion Institut avec Augustin Valero. On est tous les deux au sein du cabinet depuis une vingtaine d'années maintenant. Le cabinet a bientôt 50 ans. J'ai un passé de 8 ans dans la Marine nationale, j'ai fait des cours du soir au CNAM en RH, et puis accessoirement, on est aussi consultant opérationnel, donc je fais toujours des missions, et que ce soit en 2016 ou encore aujourd'hui, avant vous, j'ai fait des entretiens de recrutement, après vous, j'en ferai d'autres. J'anime des webinars, j'anime des formations, j'anime des conférences, on coécrit des livres, j'en reparlerai tout à l'heure. J'ai une femme, 2 enfants, des passions, beaucoup de voyages, etc. Donc, on va dire que je suis occupé, mais c'est moi qui le veux bien. Et parce qu'on pilote le Florent Mansion Institut. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît bien le Florent Mansion Institut, mais ça a été créé en 1976 à Montpellier par Florian Mansion. C'est dirigé par votre serviteur, co-dirigé par votre serviteur et son associé Augustin Valero. Et on fait principalement du recrutement de cadres ou non cadres tertiaires, de la formation, de la haute placement, du coaching, des audits RH, ce genre de choses. Voilà l'essentiel du Florent Mansion Institut. Je vous enverrai la présentation. Donc, de toute façon, à l'issue, vous aurez et le replay et le support que je vous montre. Et pourtant, en 2016, même si le 17 mars 2016, le monde s'écroule en matière d'organisation pour moi, on va aussi avoir la bonne idée, juste avant d'avoir vendu notre précédente maison. Donc, au milieu de tout ça, on est dans un logement d'attente, accueilli avec brio par les gens qui nous accueillent, mais malgré tout, on est dans un logement d'attente, donc ce qui n'est pas simple. On trouve notre maison quelques semaines après l'accident de mon épouse. Vous me voyez, là, les photos sont un peu petites, mais vous me voyez en train de bricoler. Alors, je bricole pas vraiment. Là, c'est juste pour la photo, très honnêtement. Mais en tout cas, on va faire 6 mois de travaux dans la maison. Donc, on va réussir le 17 décembre à rentrer de l'année 2016, à rentrer dans la maison. Donc, pour ceux qui ont construit ou rénové des maisons pendant 6 mois, vous savez que ça occupe un petit peu, même si vous avez des ingénieurs et tout un tas de gens qui s'occupent autour de vous, malgré tout, ça vous occupe. On va réussir à faire quelques vacances malgré tout autour de tout ça. On anime avec Augustin, mon associé, une vingtaine de consultants, dont certains sont là. Vous signalez-vous pour ceux qui sont là dans le chat, chers amis consultants. Donc, on anime une vingtaine de consultants. Moi, j'ai des clients opérationnels là sur la photo du centre. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris se déplacer sur l'image.
Bonjour Fanny de la Gazette, Stéphane Consultant, Stéphane Vidal, et je suis sûr qu'il y en a d'autres, j'ai vu Philippe Mémard aussi tout à l'heure. Ici, vous avez deux de mes clients, Sylvie Roussel ici et j'allais dire Stéphane Vidal, et Claude Saint-Joly d'Urbacer. Comme je vous l'avais dit, on a écrit un livre. Je vois Marc Rénal à Lyon. On a écrit un livre, Le Management Épiphyte. J'en reparlerai tout à l'heure de ce livre, Le Management Épiphyte. On ne voit pas très bien, en plus je suis tout petit. Je co-anime avec Augustin une rubrique emploi sur une radio locale. J'interviens à l'IAE de Montpellier sur divers cours. J'ai organisé en 2016 avec Laurent Broy, pour ceux qui connaissent Laurent Broy dans les milieux du recrutement digital. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré dans cet univers. Donc, j'ai co-organisé avec lui sur Montpellier et Anne Loubès, la directrice de l'IAE, la conférence sur le recrutement digital. J'ai pris la présidence régionale des DCF, des dirigeants commerciaux de France. Et puis, accessoirement, j'ai un papa aussi qui est handicapé, donc ça occupe un petit peu. Donc, vous voyez que pourtant, je vais aussi faire plein de choses et je suis sûr que vous faites plein de choses tous les jours, malgré que vous ayez des difficultés, des accidents de vie, perso, pro, etc. etc. C'est pas pour dire que je fais plein de choses, c'est juste que ça va m'amener à réorganiser complètement ma vie, puisque d'un seul coup, mes horaires de travail vont passer de, en gros, j'entendais 70 heures par semaine tout à l'heure. Je ne sais pas combien d'heures, tiens, l'Arabie Saoudite est avec nous, génial, Marouin. Je ne sais pas combien d'heures vous travaillez en moyenne par semaine, je serais curieux de savoir ça, mais en moyenne, moi, j'avais l'habitude de travailler on va dire 8h30 après avoir déposé les enfants à l'école jusqu'à 19-20 heures au bureau, une petite pause dîner le soir avec la famille et puis je reprenais 1 heure ou 2 le soir de 21h à 23h en moyenne. Donc voilà, donc, vous voyez, ça fait quand même des amplitudes horaires entre 12 et 14 heures selon les moments. Donc si vous le calculez par semaine, ça commence à faire un peu de boulot. Et puis là, avec cet accident, je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus faire ça parce qu'on a fait le choix 35 heures officiellement et plus en non payé. Ingrid, effectivement, il y a ça aussi. Mais je veux vos heures effectives, Ingrid. Je veux vos heures effectives. Combien de temps vraiment vous passez à travailler, à travailler. Après être payé, on y reparlera. Donc là, mes horaires, c'est quoi? C'est 9 heures au bureau, parce que là, il faut que j'amène absolument les enfants. Et je termine à 15h45, 16h, parce que je vais chercher mes enfants à l'école. Et voilà, et je vais définir ça comme règle. En parallèle de ça, je vais faire le chantier, le truc, tout ce que j'ai dit, etc. Donc, vous voyez que il faut concentrer. D'un seul coup, je passe d'un flux d'horaire à ce genre de choses. Et ce qui est génial, c'est que sorti de 2016, quand mon épouse commence à revoir un peu le bout du tunnel, c'est long, il a fallu quelques années de plus, mais globalement, l'année 2016 a été vraiment une année horribilis pour elle. Eh bien, je me suis retrouvé avec un appel d'air une fois qu'on avait construit la maison, une fois que je m'étais organisé pour gérer les enfants, une fois que, malgré tout, j'arrivais à faire des conférences, à faire des formations, à faire des recrutements, etc., etc. Et donc, c'est comme ça qu'en 2017, ma femme ayant envie de bouger, je peux la comprendre. Moi aussi, j'avais un appel d'air, plutôt que de re-remplir cet appel d'air que j'avais de boulot, ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu largement re-remplir, je vois du 40, 50, 60 heures par semaine, j'aurais pu le re-remplir, 80 heures, Franck, souvent avant de lever le pied pour refroidir la chaudière. Donc, à partir de 2017, je vais commencer à prendre beaucoup de vacances. Mais à prendre beaucoup de vacances, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et pareil, j'ai fait un sondage, on le verra tout à l'heure, la moyenne, les 50% des gens disent qu'ils prennent entre 4 et 5 semaines, et 6 semaines, donc le classique 5 semaines parce que vous êtes salarié. Moi, je vais prendre 10 semaines en 2017, et quand je dis 10 semaines, c'est 10 semaines à l'étranger, donc je vais partir. Donc, il ne s'agit pas de travailler, il faut vraiment être déconnecté. Donc, le but du jeu, c'est vraiment de partir en vacances. En 2018, 10 semaines. En 2019, je vais faire mon record à 13 semaines. Et en fait, l'astuce du 13 semaines, je vous la donnerai aussi tout à l'heure, mais je vous la révèle un petit peu là, c'est que je vais allier travail, conférences, formation à distance et voyage pour y aller, pour revenir, ce genre de choses. 2020, malgré le Covid, je vais réussir à prendre, malgré le confinement, je vais réussir à prendre 7 semaines de congé, parce que pendant le confinement, je n'ai pas arrêté. Et c'était un espèce d'intermédiaire. Je ne sais pas comment vous avez vécu ça, au-delà
de la liberté, ce genre de choses, mais en termes de gestion du temps, moi, c'était un intermédiaire entre des vacances, entre du travail différemment, etc. Et puis, mais nos démons nous ont repris. Et donc, en 2021, j'ai continué à prendre 10 semaines. Et pour cette année, j'ai déjà fait 3 semaines. Et j'en ai déjà 7 de programmés. Donc, je pense que ma vérité est aux alentours de 10 semaines de vacances. Et là où ça devient génial, c'est que plus j'ai fait ça, plus ma famille allait bien. Parce qu'évidemment, on était ensemble régulièrement sur des moments de plaisir. Plus je fais ça et plus ma santé va bien. Et je dois avouer que je suis passé entre les gouttes du Covid. Je touche du bois pour que ça continue parce qu'on nous annonce encore une vague, etc. Mais j'ai pas eu de problème de santé notoire sur cette période, personnellement. Plus je fais ça et plus mon côté relationnel, amical ou professionnel s'étoffe. J'ai rencontré plein de super personnes, que ce soit par le monde digital ou dans le monde physique. Et là où ça devient absolument génial, c'est que plus je fais ça, et plus mon business fonctionne, et plus personnellement mon chiffre d'affaires fonctionne. Alors Fanny, on se connaît bien et surtout tu n'es plus malade systématiquement quand tu pars en vacances. Oui, effectivement, avant, Fanny est une amie, c'est Fanny Verlac, parce que vous n'avez pas les noms les noms de famille, c'est Fanny Verlac, la directrice commerciale de la Gazette, qui est une amie personnelle. Elle me dit chut, elle croyait qu'elle allait être passée discretos. Mais elle a raison, c'est vrai que qui d'entre vous, au début, avant, moi, je partais, quand je partais en vacances, ma femme me disait, ouais, il faut atterrir 2, 3, 4 jours pour que quand tu relâches la pression, etc. Et c'est plus le cas. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont dans ce cas-là. Il faut un sas de décompression, soit pour rentrer le soir à la maison. Certains me disent, oui, je prends la voiture, c'est bien de faire 1 heure de trajet ou une demi-heure de trajet parce que comme ça, je décompresse entre le boulot et la vie perso. Je ne fais plus ça, en fait. Je vis ça très, très différemment et croyez-moi, c'est génial. Donc effectivement, je voulais avoir votre avis. Là, on a un peu plus de vos temps sur Internet. Sur combien de semaines de vacances vous prenez, vous, aujourd'hui? Combien de semaines vous prenez de vacances? Est-ce que vous êtes dans la norme ou dans la majorité, on va dire, des 55% sur les 702 votants de mon sondage, 4 à 6 semaines? Est-ce que vous êtes entre 1 à 3, 7 à 10 et vous voyez que plus de 10, on n'est malheureusement que 6%. En tant que salarié, alors 2 semaines par an pour François. Génial, François, peut-être pas de besoin. En tant que salarié, difficile d'avoir plus. 4 à 6 semaines. Je ne sais pas, Ingrid, parce qu'il y a des salariés, très honnêtement, Ingrid, il y a des salariés qui m'ont surpris dans les plus de 10, là, il y a des salariés. Il y a des salariés parce que dans certains secteurs d'activité, je pense au secteur bancaire, je pense dans des collectivités, dans des conventions collectives particulières, il y a des gens qui cumulent les RTT, les congés et tout un tas de récupérations diverses et variées et qui arrivent à prendre beaucoup de congés. Donc c'est assez surprenant, même en tant que salarié. Ne croyez pas que j'ai droit à 10 et j'en prends 5 max. Victor, vous travaillez en tant que salarié ou est-ce que vous êtes salarié? Les profs, oui, effectivement, Marouin résume ça avec les profs, mais il n'y a pas que les profs. Philippe nous dit 1. Voilà, donc vous voyez qu'il y a une grande disparité. Il y a une grosse majorité qui prend les 5 semaines. Certains aimeraient en prendre plus et d'autres vous disent, non, moi ça me va bien, 5 semaines ou même moins, etc. Alors, pourquoi certains ont besoin de plus? Pourquoi certains ont besoin de moins? C'est une question d'équilibre, en fait. C'est vraiment une question d'équilibre personnel. Et là, je ne veux pas me faire donneur de leçons et je ne veux pas surtout que vous croyiez que ce que je vous dis là, c'est applicable à tout le monde. C'est bien pour tout le monde. C'est mon avis personnel. Je vous partage comment je fais. Je vais vous donner quelques astuces en matière de gestion du temps et pour améliorer selon comment vous percevez les choses. Et je vous donne, c'est vraiment un retour d'expérience personnelle. Mais en aucun cas, je ne veux être le gourou du temps, de la gestion du temps et vous dire il faut faire comme ça, il faut prendre 10 semaines de vacances par an et ceci et cela. C'est vraiment pas mon propos. Directeur en grande distribution, Victor. Et Victor, tout à l'heure, nous disait j'ai droit à 10 en grande distribution. Donc, vous voyez, ça peut paraître étonnant. On pourrait croire que dans la grande distribution, un directeur d'un magasin dans la grande distribution ne prend pas, n'est que 5 semaines. Et pourtant, il a droit à 10 techniquement.
Alors, il en prend que 5, mais c'est déjà beaucoup dans cet univers-là. Hein, je prends tous mes congés, y compris pour faire des travaux, démarches administratives, car il y a travail bureau et travail hors bureau. Oui, Nathalie, effectivement, Nathalie a raison. Il y a travail bureau, travail hors bureau. Il y a plein de choses à faire dans la vie. Il faut allier tout ça. Travailler moins comment? Alors, comment j'ai fait moi, hein, comment j'ai fait moi? Et voilà mes quelques astuces. La première des astuces, c'est l'hyperconcentration. Comment en 2016, j'arrive à rentrer tout dans la boîte du temps, chose que je ne pense absolument pas possible. Je ne pense pas que ce soit possible de faire la même chose, voire plus, parce que je pense qu'en 2016, j'ai fait beaucoup de choses, et peut-être plus que certaines années auparavant, malgré un planning extrêmement contraint, malgré un timing extrêmement contraint. La première des choses, c'est l'hyperconcentration, c'est de rester focus. Et là, je vais donner un point à ce que j'ai appelé les besogneux lors du confinement. Lors du confinement, le confinement, ça a donné lieu à mettre en avant les besogneux face aux sociaux. Dans l'entreprise, on a souvent deux types de populations, ceux qui sont vraiment je bosse, je fais mon job, etc. Et puis, il y a un certain nombre de collègues qui sont ce qu'on appelle les politiciens, les sociaux. Ils sont moins efficaces, ils servent à quelque chose puisqu'ils font le lien, ce genre de choses. Sauf que pendant le confinement, ceux-là, ils étaient très embêtés parce qu'ils ne pouvaient plus faire le lien, ils ont eu beaucoup de difficultés, souvent des gens qui étaient en burn-out ou en dépression pendant la période de confinement. Alors que les besogneux ont continué à faire leur job, voire même à être encore plus performants parce qu'ils n'étaient pas perturbés par les sociaux. Et donc, en hyper concentrant, en restant ultra focus, ces fameux besogneux ont vraiment travaillé, quoi. Je suis en mode test sur le mode focus grâce au télétravail. Effectivement, Ingrid. Et le télétravail, on va en parler, vous voyez que juste un petit peu en dessous, je parle du télétravail. Le télétravail et le confinement, c'est pour ça que je parle de ça, permet souvent d'être très focus. Attention à ne pas tomber dans le travers inverse de l'hyperfocus et d'oublier complètement les autres. D'oublier les autres. Et donc, dans l'entreprise, on a quand même besoin d'être à plusieurs pour faire des tâches que l'on limite dans le temps pour être productif et se limiter au temps dédié. Effectivement, Marouin, effectivement. Alors, c'est une des 7 lois du temps, ou 7 ou 8 lois du temps que j'explique en formation, mais si vous cherchez les lois du temps, ce que Marouin nous relate, c'est une des lois du temps. Une chose a un temps mesuré et chaque chose doit se faire dans un temps défini. Point. Donc, ne cherchez pas à vouloir faire plus. Pomodoré, il y a aussi l'expérience des pomodorés, effectivement. Le deuxième qui va avec le rester focus, mon conseil, c'est de garder le papillonnage en dehors des moments de production. Ce que j'appelle le papillonnage, c'est d'aller prendre plus de temps pour aller fumer sa cigarette, pour aller boire le café, pour faire le tour de tout le monde dès qu'on a quelque chose, une bonne raison de se lever de son bureau et d'aller voir les collègues, etc. Alors, c'est très, très bien, sauf que ça ne vous permet pas d'être focus. Ça ne vous permet pas d'être focus et ça vous perturbe, c'est de prendre plus de temps sur les réseaux sociaux, c'est de prendre plus de temps, c'est pas forcément que les collègues, hein, c'est aussi toutes les perturbations, c'est ce qu'on va appeler beaucoup les voleurs de temps. Et ça, il faut éliminer au maximum. Et puis, moi, je dis, gardez ça dans les moments hors production, le papillonnage. Et je me suis appliqué ça en me disant, finalement, ce qui est important au boulot, c'est de produire à un moment donné, si je veux être efficace. Et puis, je vais chercher des moments sociaux ailleurs, avec les amis. Donc, hors temps de travail, avec la famille, etc. Je vais aller chercher ça dans un autre univers. Si en plus, dans mon travail, je me rends compte que j'ai des gens avec qui j'ai des relations amicales, c'est très, très bien. Mais je vais essayer de rester focus, etc. Donc, l'hyperconcentration, ça a été vraiment la révélation de mon mode de fonctionnement. Et sans ça, j'aurais jamais pu faire la moitié du quart de ce que j'ai fait en 2016. Et puis, ça ne m'aurait pas amené l'appel d'air pour travailler moins. Parce que je le redis, au final, je travaille moins en temps. Je ne dis pas que je fais moins de choses. Attention. L'autre chose pour travailler moins, c'est peut-être aussi de réfléchir autrement. Réfléchir autrement, et effectivement, Ingrid tout à l'heure nous l'a dit, autrement, ça veut dire, par exemple, le télétravail. On l'a tous vécu de manière un peu brutale. Personnellement, j'expérimente le télétravail depuis longtemps. Et effectivement, le télétravail nous permet de travailler différemment. À l'heure où je vous parle, là, si j'enlève mon filtre derrière, vous verrez que je suis à la maison. Et moi, j'aime à dire que le matin, je me lève plus tard, mais j'arrive plus tôt au bureau. Et je finis plus tard, mais j'arrive plus tôt à la maison. Et puis, entre les deux, tout à l'heure, j'ai une piscine, on habite à Montpellier, et puis vous êtes tous comme nous, a priori, partout en France, peut-être
ouais, encore que j'ai vu l'Arabie Saoudite en termes de météo. La France est sous une vague de chaleur. Tout à l'heure, je me suis occupé de ma piscine. Voilà, j'ai pas été baigné, je me suis occupé de la piscine, donc j'ai fait un travail, comme disait tout à l'heure, je ne sais plus qui disait qu'il y avait du temps de travail hors bureau et en bureau. Bah oui, s'occuper de la piscine parce qu'il fallait mettre le robot, etc. Donc je me suis occupé de ça tout à l'heure. Je l'ai fait, il était 11h30. Techniquement, si je regarde l'habitude qu'on a tous des horaires, les horaires, bah, le travail, c'est entre 9h et midi et demi, entre 14h et 18h. Hein. Le grand classique, c'est ça. Alors, il y en a qui vont commencer un petit peu plus tôt, d'autres qui vont finir un petit peu plus tard, mais globalement, la grosse moyenne, elle est autour de ça. Et justement, en matière d'horaire, une des choses qu'il faut apprendre, c'est son rythme biologique. Comment vous fonctionnez? Il faut apprendre à se connaître pour savoir, et vous le savez hein, en général, quels sont les moments de performance que vous avez. Est-ce que vous êtes du matin, de l'après-midi, du soir, du midi, et dans quel moment, dans quelle période de votre état d'esprit vous êtes le plus efficace. Et c'est dans ces moments-là que vous devez vous concentrer sur les tâches les plus ardues en termes de productivité. Hein, là où vous allez fournir le plus gros effort. Donc, si vous savez que vous êtes du matin, bah, arrivez un petit peu plus tôt au bureau, au lieu de commencer à 9h, venez à 7h30, 8h, et vous allez voir que vous allez débiter. Et je vais vous faire gagner du temps en faisant ça. Hein. Je vais vous faire gagner du temps, hein, vous allez voir. Hein. Et donc, en fonction, moi je sais que je suis efficace en général de 8h30 jusqu'à 11h, 11h30. Après, j'ai faim, donc je suis moins efficace. Et puis, je reprends ma période d'efficacité en fin d'après-midi. Hein, vers 17, 18h, là, je commence à de nouveau être efficace. Mais entre les deux, j'ai une espèce de ventre mou. Et donc, je ne me concentre pas sur les choses les plus importantes à cet endroit-là, en fait. Voilà. Donc, regardez vos rythmes biologiques, votre rythme à vous, et essayez de caler vos horaires. Hein, essayez de caler. On est plus efficace quand le bureau est vide ou plus calme, paradoxalement. Oui, mais Marouin, c'est l'histoire du télétravail, en fait, hein, parce qu'on reste focus, en fait. Hein, entièrement d'accord pour le fait de respecter son rythme biologique. Oui, merci, Franck. Merci, Franck. L'autre point, et ça c'est une philosophie qui vient pas forcément de moi, mais que j'ai appris de mon mentor, qui n'est autre que Monsieur Florian Mentionne. Je ne sais pas s'il nous écoute, je ne suis pas sûr qu'il soit là aujourd'hui. Monsieur Florian Mentionne, que beaucoup connaissent pour ceux qui sont là. Florian a une philosophie qui est de dire, moi je ne travaille pas, j'ai des activités. Et effectivement, quand psychologiquement parlant, on voit la chose de cette manière-là, finalement, le travail, c'est plus, ça vient plus du mot trépanum, ça vient plus de l'objet de torture, hein, puisque travailler, trépanum, objet de torture, hein, voilà l'origine étymologique du mot travail, mais c'est une activité. Donc, j'ai une activité de rendez-vous avec des clients. J'ai une activité de faire des webinars. J'ai une activité de jouer avec mes enfants. J'ai une activité d'aller en vacances. J'ai une activité de faire du sport. J'ai une activité de faire des contrats. J'ai une activité de faire des entretiens de recrutement. J'ai une activité de ceci. Et je cumule les activités et j'organise mes activités tout au long de mes journées, de mes semaines, etc. Et c'est vrai, quand on commence à réfléchir, raisonner un petit peu de cette manière, ben, en fait, on ne vit pas le travail comme un travail. Hein, il y a des activités, c'est être actif, quoi. Exactement, c'est être actif. C'est être actif. Et donc, l'idée, c'est véritablement de se poser la question de que représente le travail pour moi? Est-ce que c'est une activité? Et dans ce travail, oui, mais Florian est à la retraite. Alors, oui, Nathalie, je suis d'accord. Florian, alors en plus, attention, Nathalie, je vais expliquer ce qu'est aujourd'hui le statut de Florian. Florian vous dira qu'il est pensionné, meneur retraité. Parce qu'il a plein d'activités, en fait. Donc, il ne vit pas ça comme un retraité. Et il avait déjà cette philosophie depuis que je le connais. Moi, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît avec Florian, parce qu'on a des liaisons familiales, et Florian a toujours eu cette idée-là. Et c'est vrai que quand vous regardez votre vie de manière générale sous forme d'activité, et pas activité, le travail est une activité. Non, c'est dans le travail, quelles sont vos activités? Et vous découpez, vous avez vu, je ne vous ai pas dit, je travaille de 9h à machin. Non, je vous ai dit, j'ai une activité de rencontrer des clients, j'ai une activité de faire des webinaires, j'ai une activité de faire des formations, j'ai une activité de préparer des formations. Et donc, à quel moment je fais ça? Quand je suis bien pour ça, quand c'est le bon moment pour le faire. Et donc, je ne me pose pas trop la question. Et donc, il m'arrive de préparer le soir une formation, des fois dans la journée. Là, le webinar, c'est un espèce de mixte. Je l'ai préparé quand j'avais un trou dans mon agenda, parfois en pleine journée, et puis parfois je l'ai terminé le soir. Et c'est pas très très grave. Hein. Être actif se conçoit souvent plus facilement lorsqu'on est indépendant.
On est d'accord, Philippe, mais je veux que justement tout le monde imagine le monde, même les salariés, de cette manière-là, parce que pour moi, c'est un mindset. Et tu vas me faire la liaison un peu plus vite, Philippe, mais c'est exactement ça. On était à travailler moins et on a aussi la notion de gagner plus. Alors, gagner plus de quoi? Gagner plus de quoi? Gagner plus d'argent, gagner plus de confort, moins de stress et gagner plus de temps. Et oui, moi j'estime que, et on dit toujours, hein, le temps c'est de l'argent, mais là, concrètement, je ne vais pas forcément gagner plus d'argent, mais je vais peut-être gagner plus de temps ou plus de confort, moins de stress, moins de stress. Et ça, c'est fondamental. Donc, gagner plus, quand je dis travailler moins en gagnant plus, tout le monde tout de suite dit ah oui, mais c'est l'argent, mais moi je suis salarié, donc je gagne tant, c'est compliqué, je ne peux pas interagir. Ben oui, mais si vous avez moins de stress, est-ce que c'est pas gagner quelque chose? Et puis, est-ce que si je vous fais gagner du temps, même dans le temps de travail qui vous est, parce que vous avez des horaires, vous êtes salarié, etc., vous avez des horaires fixes, ce genre de choses, oui, mais vous allez être plus confortable en fait. Vous allez être plus confortable. Et puis, on va pouvoir bouger, parce que si vous avez gagné du temps, même en étant salarié, parce que je vois tout de suite, même en étant salarié, je vous ai fait gagner du temps dans vos horaires fixes, dans vos 35 heures, bah, vous pouvez faire d'autres projets en fait. Et donc, peut-être que ça va amener des rémunérations complémentaires vis-à-vis de vos managers, etc. Peut-être, peut-être pas, hein, ça dépend des entreprises. Et on verra après. Gagner plus de temps de qualité en famille, oui, Marouin, on est d'accord. Vous connaissez probablement cette histoire du pêcheur mexicain, et si vous ne la connaissez pas, je vous invite à regarder cette vidéo qui est assez ancienne, d'un humoriste dont j'ai oublié complètement le nom, mais je vous ai mis la petite photo en bas, et il le fait de manière absolument géniale. Je ne suis pas humoriste et je ne fais pas de stand-up, mais j'aime bien cette histoire où un touriste américain arrive sur une plage mexicaine et voit un pêcheur mexicain en train de jouer avec ses enfants, de faire la sieste, et puis le midi de manger les poissons qu'il a pêchés en fin de matinée, avec ses enfants, sa famille, d'aller faire la sieste avec son épouse, et puis le soir d'aller faire jouer de la musique, de manger, de boire avec ses amis, et puis de se coucher et de recommencer comme ça. Et le touriste américain lui dit, mais monsieur, si je peux vous donner un conseil, est-ce que vous ne devriez pas pêcher plus longtemps? Et le Mexicain lui dit, mais pourquoi? Eh bien parce que si vous pêchez plus longtemps, vous allez pouvoir vendre plus de poissons au marché et donc gagner plus d'argent et donc gagner plus d'argent, faire des bénéfices. Et avec ces bénéfices, vous allez pouvoir acheter un autre bateau et une fois que vous aurez plusieurs bateaux, vous allez pouvoir délocaliser votre siège social à Mexico. Et puis une fois que vous aurez des usines, des bateaux un peu partout dans le monde, vous aurez un siège à New York. Et puis une fois que vous aurez fait ça, vous aurez gagné des millions. Mais pourquoi? Lui dit le pêcheur mexicain. Et le touriste américain lui dit, ben, parce que quand vous serez à la retraite, comme ça, vous pourrez profiter largement de votre famille dans un petit village de pêcheurs et vous pourrez aller jouer avec vos enfants et boire des coups avec vos amis. Voilà, donc il faut quand même tous se poser un petit peu cette question. J'aime bien cette notion de rapport au temps, de pourquoi on fait les choses, pourquoi le temps, pourquoi je travaille dans ce job-là, que ce soit salarié, indépendant, ce genre de choses. Et donc il faut souvent se poser la question, et c'est très difficile hein, individuellement de se dire ça, hein, s'il arrive à la retraite. Voilà, s'il arrive à la retraite, effectivement, Philippe, tu as raison. Petite question, tiens, allez, on va parler de gestion du temps. Au travail, on voit pas les images, ça bouge pas. Normalement, c'est des gifs, ça bouge. Donc, vous avez le 1 qui fait la sieste au bureau et qui finit par tomber. Et vous avez le 2 qui est tout foufou. Alors, vous êtes plutôt 1 ou plutôt 2? Allez, c'est à vous de répondre. Hein. Allez, 2 pour une grille. 2, 2, 2. Ah, j'ai des gens qui sont très motivés par leur job, super. Très, très motivé. Super. Michel, moins. Hein, Michel, moins. C'est plus dur. 2. Bon, j'ai des gens passionnés. Super. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien parce qu'en fait, il faut bien comprendre que le rapport au temps dans le travail, parfois la nuit, Philippe. Effectivement. Mais c'est pas très, très bon alors, Philippe. Dans le rapport au temps, il y a deux notions dans la gestion du temps que vous connaissez probablement. Et ce sont les deux seules notions que vous allez pouvoir faire
évoluer. C'est l'utilisation du temps, parce qu'elle est individuelle et influençable, et c'est la perception du temps, parce qu'elle est subjective et influençable. Vous le savez comme moi, si vous faites une tâche qui vous fait plaisir, vous allez avoir la perception que ça va très très vite, les vacances par exemple, hein, souvent, et puis si vous faites une tâche laborieuse, vous avez l'impression que le temps passe beaucoup moins vite. Alors que le temps n'a pas changé. Une seconde est une seconde, une minute est une minute, c'est intangible pour tous. Alors les physiciens vous expliqueraient en astrophysique, machin. Nous êtres humains sur cette bonne vieille Terre, pour l'instant, une minute pour vous, une minute pour moi, c'est la même. C'est la même. Donc la perception du temps est très subjective. Et donc du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir influencer? C'est comment je perçois ce temps, donc comment je perçois ma relation au travail. Et puis, l'autre que je vais pouvoir beaucoup influencer, c'est l'utilisation du temps. Qu'est-ce que je fais de mon temps? Qu'est-ce que je fais de mon temps? Et tout ça, c'est une affaire de mindset, comme disent les Américains, les Anglo-Saxons. Mindset, c'est l'état d'esprit. Hein, c'est qu'une question d'état d'esprit. Tout le monde va me dire, oui, mais Loïc, moi, je suis salarié, j'ai un statut. Oui, mais Loïc, j'ai un crédit. Oui, mais Loïc, j'ai des enfants. Oui, mais Loïc… Non, c'est dans votre tête, en fait. C'est dans votre tête. Et moi, j'en suis intimement convaincu. J'avais ce mode de fonctionnement avant le 17 mars 2016, hein, en étant indépendant. Hein. Et je courais dans la roue à fond, en pensant que plus je travaillais, plus j'étais performant, et plus j'étais performant, plus ceci, plus cela. Oui, je comprends, François, que les crédits, c'est pas dans la tête, mais j'en ai aussi. J'en ai aussi. J'en ai aussi. Mais il y a d'autres mécanismes. On va les voir juste après. Déjà, dans la tête, posez-vous la question, est-ce que vous êtes dans une mentalité de stabilité ou dans une mentalité de croissance? Mentalité de stabilité, c'est est-ce que vous aimez les choses qui roulent? Est-ce que vous aimez… est-ce que vous êtes précrastineur ou procrastineur? Précrastination, c'est anticiper tout. Donc, vous aimez que ce soit bien huilé, pas de grains de sable, etc. Ou est-ce que vous êtes capable de vous dire, bah tiens, il y a les situations changeantes, pas de souci. C'est une notion du bac de philo. Ouais. Exactement. Merci Franck. Est-ce que vous fonctionnez par routine ou est-ce que vous fonctionnez par défi? Est-ce que vous contournez les obstacles ou est-ce que vous insistez devant un obstacle? Est-ce que vous produisez un effort régulier ou est-ce que vous faites des efforts intenses? Est-ce que vous faites confiance a posteriori? Est-ce que vous faites confiance a priori? Effectivement, selon comment vous fonctionnez déjà, il va falloir faire évoluer votre gestion du temps. Selon si vous êtes en mentalité stable ou en mentalité croissance, le rapport au temps n'est pas le même. Hein. Quand c'est un peu des deux, Stéphane. Ouais, c'est un peu des deux, mais quand même, vous devez être plus l'un ou plus l'autre. Hein. Encore une fois, je ne suis pas Jean-Pierre Foucault, j'aime pas le 50-50, donc j'aimerais, Stéphane, que vous regardiez avec lucidité. Et parfois, c'est difficile de se regarder avec lucidité dans un miroir, donc il faut demander aux autres. Voilà pourquoi on fait des bilans de compétences, voilà pourquoi on a des coachs, voilà pourquoi se faire accompagner, c'est pas neutre, soit par un mentor, soit par quelqu'un qui va… avec bienveillance, vous accompagner et vous aider, quoi. Vous aider à vous déterminer et mieux comprendre vos mécanismes. Tout ça, c'est des effets, psychologiques. Hein. C'est des effets psychologiques. Vous allez me dire, mais Loïc, le temps, c'est le temps. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais moi, je faisais pareil que vous avant. Ou que certains. J'imagine que pas tout le monde. Le mental change en fonction des événements qui interviennent et des priorités. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais pour vous montrer le rapport au temps, vous connaissez tous cette histoire du bocal, des grains de sable, des petits cailloux, des gros cailloux. Vous connaissez tous ça. Et pourtant, on a encore énormément de gens qui passent leur temps à s'échiner, à essayer de me rentrer le sable avant d'entrer les gros cailloux. Oui, et oui. Et vous n'y arriverez pas. On le voit bien sur l'image d'en haut, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Si vous voulez que tout rentre, il faut d'abord rentrer les gros cailloux. Et les gros cailloux, c'est les choses importantes pour vous. C'est quoi les choses importantes pour vous? Posez-vous ces questions-là. Tiens, j'aimerais bien avoir vos réponses. Et moi, je vous dirai ce que c'est pour moi, ce qui est important. Dites-moi, après un moment de stabilité, maintenant, c'est la croissance qui me motive. Bravo, Marie. Bravo. Mais effectivement, c'est ça. Donc, vous, quels sont vos gros cailloux? Quelles sont les choses très importantes pour vous? La santé. La croisière, c'est l'ennui, donc croissance. L'amour, la famille. La famille. Donc, j'ai santé, amour, famille. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Dites-moi tous, là. Allez, réagissez un petit peu. Ah, ils réagissent plus, ils n'osent pas se… Et donc, le travail, c'est gros cailloux, petits cailloux, grains de sable, c'est quoi? La famille et le travail, me dit Victor. Moyen. Ah, dans l'ordre, merci. Famille, enfants, parents, maison. Ouais, boulot excitant. Ouais, faire des choses qui ont du sens, l'équilibre global. Oui, mais ce qui est important,
les gros cailloux, et c'est bien ça. Et il y a une vidéo qui tourne qui a été très bien faite avec un prof de philo qui parle à des étudiants et qui raconte ça en anglais. Elle est très sympathique, vous l'avez certainement vue. Mais ce qui est important, c'est la santé, c'est la famille, c'est les amis. Le travail, c'est les moyens cailloux. Le travail, c'est les moyens cailloux. C'est pas les gros cailloux. Hein. Ne nous trompons pas, c'est les moyens cailloux. C'est important, mais c'est pas très important. Parce que si vous avez plus de famille, si vous avez plus de santé, il se passera rien. Et d'ailleurs, les médecins nous le rappellent. Mon épouse, hein, le médecin, le chirurgien orthopédiste, quand elle nous a dit, bah, écoutez, vous allez être numéro 1 au bloc, vous allez passer 10 jours à l'hosto, vous n'allez pas marcher pendant 6 mois, elle ne s'est pas posé la question, c'est quoi, elle nous a jamais demandé, c'est quoi votre boulot, c'est quoi machin. Elle s'en foutait complètement. Ce qui était important, c'était la santé. Ce qui était important, c'est la santé. Et le deuxième, c'était la famille. Parce que j'étais là à ses côtés, mes enfants, etc. Le reste, c'est important, la voiture, la maison, etc. Mais c'est pas le plus important. Hein. C'est pas le plus important. Le problème, souvent, c'est que on se laisse déborder par les grains de sable. Les grains de sable, c'est les petits emmerdements du quotidien. Oui, il y aura des emmerdements. Oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et c'est tant mieux, les amis. Et c'est tant mieux, sinon ça serait chiant. Sinon, ça serait chiant. En céphalogramme plat de la grenouille, il y a des gens qui aiment ça. Mais oui, c'est bien d'avoir des grains de sable. Eh oui, hier soir, on est rentré avec mon épouse à 21h30. Mon garçon qui a 11 ans, qui normalement doit jouer 1 heure le soir de 18h à 19h aux jeux vidéo, on l'a retrouvé à 21h30 en train de jouer et de crier sur ses copains à Fortnite. Bon, évidemment qu'on n'était pas content etc. Mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Je ne veux pas dire que je ne rouspète pas après mes enfants, ce genre de choses. Mais c'est moins grave que si mes enfants avaient eu un accident pendant qu'on n'était pas là. Voilà. Donc, je vais relativiser. Et au boulot, c'est exactement pareil. Et au boulot, c'est exactement pareil. Fardeau de parole en ce moment. Au niveau mondial, en plus, Marouin, vous qui êtes en Arabie Saoudite, c'est au niveau mondial ce Fortnite. Mais bon, ça les socialise aussi. Donc finalement, c'est quelque chose que moi j'ai trouvé génial pour les enfants pendant le confinement, c'est que les enfants avec les nouveaux jeux vidéo peuvent se connecter avec leurs copains et c'est assez génial. Je fais juste cet aparté. Une petite astuce pour s'en convaincre de cette notion de gros cailloux, petits cailloux, grains de sable, c'est de remplacer le mot temps dans votre discours par le mot vie. Vous ne faites plus de la gestion du temps, vous faites de la gestion de votre vie. Et là, évidemment, dans toutes les expressions, vous changez le mot temps par le mot vie. Tu m'as pris du temps. Non, tu m'as pris de la vie. Et c'est pas pareil, hein. C'est pas pareil, hein. C'est vraiment pas pareil. Donc, voilà. Hein. Très bon pour apprendre le management, effectivement, Marouin. Pas 20 heures par jour de Fortnite. On est d'accord. Une autre technique pour travailler moins, et là, c'est pas de moi, c'est d'un certain monsieur qui s'appelle Tim Ferriss. Alors, lui, il est allé au bout du truc. Lui, il fait une semaine de 4 heures. Donc, il considère qu'il travaille 4 heures par semaine. C'est complètement fou. En fait, il va écrire un livre. Hein, la semaine de 4 heures, c'est un livre, un best-seller dans le domaine de la gestion du temps. Et là, je vous ai mis la quintessence du truc dans cette slide. Le premier des principes, ce que je vous dis juste à l'instant, il vous dit, il faut apprendre à être inconfortable. Il faut apprendre à marcher sur des œufs, à marcher sur des sables mouvants, à savoir et à comprendre et à accepter qu'il va vous arriver tout au long de la journée, des mois, des semaines qui vont passer, des tas de choses qui vont vous perturber. Donc, c'est pas grave, il ne faut pas lutter contre ça, parce que si vous êtes en réaction contre ça, bah, ça va être très difficile pour vous. Et oui, le client, il ne va pas signer la mission telle que vous voulez. Et oui, le collaborateur, il s'en va, etc. Et oui. Voilà. C'est comme ça, mais dans la vie perso comme dans la vie pro. Le deuxième principe, c'est éliminer ce qui n'est pas essentiel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'hyperconcentration. Donc, vraiment faire le tri de ce qui n'est pas essentiel. Le troisième principe, c'est sous-traiter tout ce qui est automatisable. Quand on dit sous-traiter, lui dit à des assistants virtuels, moi je dis automatiser le maximum de vos tâches. Réfléchissez aux tâches répétitives que vous faites dans votre vie pro ou votre vie perso et regardez s'il n'existe pas un outil technique, et en plus avec l'informatique aujourd'hui, un moyen de l'automatiser ou de le sous-traiter à l'extérieur. Il y a plein de petites choses que vous pouvez faire par des machines, des automates, des robots, etc., etc. Maintenant, il faut regarder dans votre agenda toutes les petites choses, les tâches que vous faites qui sont des tâches répétitives tous les mois, toutes les semaines, etc. Qu'est-ce que vous faites?
Qu'est-ce que vous faites qui pourrait être organisé autrement? Merci Marouane. Et puis 4, séparer le revenu du temps de travail. Séparer le revenu du temps de travail. Alors ça, c'est plus compliqué à comprendre comme notion. C'est pas parce que vous travaillez 80 heures, mesurer la valeur du temps de travail que vous passez, le présentéisme, c'est un mal français, mais pas que, hein, les Japonais sont des champions du présentéisme, de combien ça vous rapporte, de la valeur ajoutée que vous avez réellement développée pendant ce temps de travail. Et du temps, du plaisir que vous y avez pris, etc. Donc il y a valeur ajoutée, revenu, ce genre de choses. Phénomène que j'ai découvert en arrivant en France, le présentéisme. Effectivement, et oui, le présentéisme, les gens, et oui, parce que 35 heures, et donc on a dit, bah, il faut pointer de telle heure à telle heure, voilà, et donc les gens font du présentéisme. Ils ont beau avoir fini le travail en optimisant. Vous allez dans les pays anglo-saxons, et notamment aux États-Unis, votre chef, si vous êtes encore là à 19 heures, il va vous engueuler. Votre manager, il va vous engueuler, il va vous dire, tu n'as pas fait dans le temps imparti, donc tu t'es mal organisé. Tu t'es mal organisé. Les équipes étaient choquées quand je partais dès 17 heures. Ah oui, en plus, mais alors, si vous allez dans les tours à la Défense à Paris, c'est même un jeu, en fait. Si on vous dit bon après-midi à partir de 19 heures. Sous-entendu, si tu pars avant 21 heures, 22 heures du bureau, c'est que tu es un feignant. C'est nul. C'est nul, parce qu'on n'est pas tous égaux, on n'avance pas tous à la même vitesse, il y a des gens qui sont plus efficaces que d'autres et qui, dans le même temps, vont faire beaucoup plus de choses. Et donc, voilà, il faut mesurer ça. Il faut mesurer le temps passé et décorréler le temps passé du revenu. C'est la mentalité aussi en France. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Une petite technique pour gagner du temps, chers amis. À l'issue de ce webinaire, je vous invite à décrire minute par minute vos journées. Vous faites ça pendant 15 jours. Pendant 15 jours, tous les soirs, vous prenez le temps de redécrire toute votre journée minute par minute. Qu'est-ce que j'ai fait minute par minute? Là-dedans, et vous décrivez vraiment, vraiment, je suis arrivé à 9h05, j'ai bu un café jusqu'à 9h07 avec Janine, ensuite j'ai démarré mon ordinateur, ensuite j'ai commencé à lire mes mails et j'ai répondu à 10 mails pendant 2 heures, ensuite j'ai répondu à un coup de téléphone, etc., etc., etc. Donc voilà. Donc vous faites ça pendant 15 jours. Au bout de 15 jours, vous prenez une demi-journée pour analyser vos 15 jours d'agenda et vous m'identifiez ce qu'on appelle les voleurs de temps. Qu'est-ce qui vous prend du temps? Qu'est-ce que vous n'aimez pas faire là-dedans? Qu'est-ce qui vous prend trop de temps? Quel est le rapport qui vous empêche de travailler pleinement, les activités qui vous empêchent de travailler pleinement? Une fois que vous avez identifié tout ça, ce que vous faites, c'est que 50%, à minima 50% du temps que vous aurez gagné en enlevant ces voleurs de temps dans votre agenda, vous le gardez pour vous. Pour vous faire du bien. Pour des activités déstressantes, des activités sportives, des activités, etc. Mais ça peut être au boulot, hein. Attention, hein, ça peut être au boulot, parce qu'il y a des tâches que vous aimez mieux faire que d'autres. Il y a des choses où, voilà, moi, quand je fais, par exemple, quand je prépare un webinaire, je me régale parce que j'apprends, il faut que je cherche des informations, etc. Je me régale à faire ça. Par contre, quand je dois faire d'autres tâches plus administratives, bah, ça m'amuse moins. Quand ma comptable me demande mes notes de frais, c'est moins fun. Voilà, c'est moins fun. Je sais qu'il faut que je le fasse, mais c'est moins fun. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez gagner du temps grâce à ça. Vous allez gagner du temps parce que vous allez gagner 50% du temps de vos voleurs de temps. Et l'autre 50%, vous allez l'optimiser. Donc, vraie technique, si vous l'appliquez, croyez-moi, et je serais curieux d'avoir vos retours dans un mois. Vous n'hésitez pas à me recontacter, à m'envoyer un petit message via LinkedIn en me disant, Loïc, c'est super, ça marche, ou pas du tout, j'y arrive pas, etc. Je suis preneur de vos retours. Dans travailler moins, il y a aussi des petites astuces, et notamment pour les gens qui sont salariés, c'est par exemple prendre le temps de déplacement sur son temps de travail. Quand on se déplace pour l'entreprise, hein, évidemment, hein, pas quand vous vous déplacez le week-end, mais quand vous vous déplacez sur le temps de travail, finalement, vous avez gagné du temps, en fait. Vous avez gagné du temps. C'est génial. C'est génial. Vous pouvez aussi organiser des événements, des choses plus plaisantes avec l'entreprise. Là, j'ai pris l'exemple des after-work, mais il y a plein d'autres choses que vous pouvez organiser dans l'entreprise et pour le bien de l'entreprise. Et on n'a pas le sentiment de travailler quand on fait ça. On n'a pas le sentiment de travailler quand on fait ça. L'autre chose, c'est de trouver des formations, des conférences à l'étranger, ailleurs, dans d'autres endroits, au travers de l'entreprise pour vous augmenter vos compétences, mais pour faire bénéficier à l'entreprise ce genre de choses. Dans plein de boulots, moi je vois, hein, par exemple, il y a notamment les profs. Dans les profs, notamment d'université, on voit des profs d'université qui bougent jamais et d'autres qui passent leur temps à aller trouver des conférences à droite, à gauche. C'est les mêmes profs. Pourquoi il y en a un qui voyage beaucoup et l'autre qui voyage jamais?
Bah, tout simplement, c'est une envie, quoi. C'est une envie perso. Il n'est pas bridé, hein. C'est pas le sujet, hein. Il pourrait le faire, mais il ne le fait pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est question de mentalité. Question de mentalité. Donc, on a vu travailler moins. Maintenant, on va essayer de gagner plus. Et là, on va essayer de gagner plus d'argent, pour le coup. Une des techniques de notre ami Tim Ferriss, c'est ce qu'on appelle les revenus passifs ou complémentaires. Et là, Dieu sait s'il existe des tas de choses. Aujourd'hui, avec les plateformes technologiques, vous pouvez écrire des e-books et être rémunéré pour ça. Et ce qui est génial, c'est que c'est un revenu passif parce qu'une fois que vous avez écrit votre bouquin, bah, tous les mois, toutes les semaines, vous avez des gens qui achètent votre bouquin. Ça coûte pas cher, hein, ça coûte 1 euro, 2 centimes, etc. Mais cumulé, ça fait beaucoup. Il y a plein de petites activités comme ça. Vous pouvez avoir des activités immobilières, vous pouvez avoir des activités de couture, vous pouvez avoir des activités de proposer sur des plateformes vos services. Vous êtes bricoleur, vous êtes informaticien, vous êtes dans la com, vous êtes dans un tas de métiers, beaucoup, ou votre métier ou des passions. Vous êtes capable de les proposer à d'autres sur au travers de plateformes. Donc, des revenus passifs, je vous ai fait une liste, vous la regarderez, mais vous tapez revenus complémentaires ou revenus passifs, il en existe plein. Il en existe plein. Sur question d'éducation nationale et de mentalité. Oui, Philippe, tu as grandement raison. Oui, il y a pour moi une grande notion de permissivité dans ces propositions. Il faut déjà se permettre de considérer que tout cela peut être du temps de travail, revoir nos drivers. Exactement, Elke. Et c'est exactement, c'est pour ça que je dis, les gens, quand je leur dis qu'ils peuvent travailler moins en gagnant plus, ils me disent, non, moi je suis salarié, j'ai 35 heures, c'est pas possible. Non, c'est dans ta tête que c'est pas possible. J'ai été fonctionnaire, hein, j'ai été militaire, alors autant vous dire que je sais ce que c'est. Hein. J'ai été militaire pendant 8 ans. Aujourd'hui, je suis travailleur non salarié et j'en suis largement heureux. Je pense que je ne reviendrai jamais en arrière. Il ne faut jamais dire jamais, mais voilà, cette vie-là, mais c'est pas grave, en fait, j'ai cherché à travailler autrement. Donc, revenu complémentaire, revenu passif, c'est un moyen de gagner plus tout en restant salarié ou en étant indépendant, etc. Il y a plein de solutions là-dessus. Il y a un terme aussi qui se lance de plus en plus qui s'appelle slasher. Slasher, ça veut dire je suis comptable, / bricoleur, / conférencier, / ceci. En gros, je fais plein d'activités. Et certains, aujourd'hui, quand ils sont indépendants, ils ont plein d'activités qui, cumulées, leur fait une rémunération qui les satisfont. Moi, par exemple, je suis slasher parce que je suis intervenant. Je ne veux pas m'appeler enseignant ou prof, mais à l'IAE, je suis payé pour ça. Je fais des conférences, parfois payées. Je fais des formations. Je fais des recrutements. Je fais ceci, je fais cela. Je fais un tas d'activités. Et parfois, il peut y avoir des activités qui n'ont rien à voir avec d'une activité à l'autre parce qu'il y a des activités du domaine de la passion. Évidemment, l'entrepreneuriat, mais attention, l'entrepreneuriat n'est pas ouvert à tout le monde, pas du premier coup, pas demain matin, ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi une capacité à se dire, je vais prendre un risque. Il faut être prêt à prendre ce risque. Tout le monde n'est pas prêt. Un collègue slasher, Franck, effectivement, on se connaît. Il y a aussi, et là, je vais raconter l'histoire absolument génialissime de mon plombier à Moggio, David Roanes, DJ Plomberie, vous irez voir sur Internet. S'il y en a un qui a la gentillesse de chercher pendant que je parle de David sur YouTube, David DJ Plomberie, vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Mon plombier, un jour que je cherche à réparer une tête de radiateur, vous savez, les têtes thermostatiques, ça s'appelle. Donc, je tape réparer tête thermostatique sur Internet. Et là, je tombe sur une vidéo. Et puis, la voix me parle. Et puis, quand je vois la tête de la personne, je me dis, mince, c'est mon plombier. Et quand je regarde le nombre de vues de cette vidéo, j'ai été scotché. Je ne sais plus, c'est peut-être 100 ou 200 000 vues de la vidéo. Oh, je me dis, mince, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais il m'avait caché ça, en fait. Hein. Il m'avait caché ça. Et donc, je regarde cette vidéo et puis après, je regarde son compte. Et là, je m'aperçois qu'il a 100 000 abonnés. 100 000 abonnés. Merci, Stéphane. Il a 100 000 abonnés, il a près de 20 millions de vues sur l'ensemble de ses vidéos et sa vidéo la plus puissante a fait 1 million de vues. C'est une vidéo sur décoller du PVC. Donc, vous voyez, voilà. À telle enseigne qu'il a été appelé par Brico Dépôt pour faire la minute Brico Dépôt. Vous savez, ces petites séquences avant les prime time, entre le journal et le prime time, qui sont sponsorisées. Il passe aussi maintenant sur la minute bricolage, effectivement, sur M6. Exactement, Augustin. Donc voilà. Et donc,
Il est payé pour ça et il est très bien payé. Il est payé aussi au clic, aux vues sur ses vidéos par YouTube, mais il continue à faire malgré tout plombier. Il était encore chez moi pour me changer un truc sur mon chauffe-eau il y a 15 jours. Donc, voilà, être influenceur, on peut être influenceur dans plein de domaines. On peut, quand on est influenceur, se faire payer soit en monnaie sonnante et trébuchante, soit en cadeau. Beaucoup d'influenceurs se font payer en cadeau. Vous êtes influenceur dans l'informatique, on vous envoie des ordinateurs, des souris, des dernières technologies. Vous êtes influenceur dans la comptabilité, on vous fait tester les derniers logiciels, etc. Vous êtes influenceur dans les fleurs, on vous envoie des outils, etc., etc. Il transforme le plomb en or. Exactement, Franck. Tu as tout à fait raison. Je vais lui dire, ça va beaucoup lui plaire. Mais figurez-vous que David, quand il est venu chez moi réparer il y a 15 jours mon chauffe-eau, il m'a montré une autre vidéo qu'il a faite dernièrement, puisqu'il a été jusqu'à avoir une question sur lui dans une émission de télé qui s'appelle Les 12 coups de midi avec Nagui, je crois, qui est une grosse émission de jeu sur la télé, et qui posait la question de que fait l'influenceur, dans quel domaine est l'influenceur David Rouanès. Bon, c'est une vraie notoriété qu'il a obtenue. C'est absolument incroyable. Et si vous regardez ces vidéos, c'est pas si vieux, hein. Ça fait 2-3 ans qu'il fait ça. Donc, tout le monde va me dire, oui, mais ça fait longtemps. Pas du tout. David s'est lancé il n'y a pas très longtemps et ça cartonne. Il est vrai, il est entier, il est génial. Voilà, donc ça, c'est David. J'ai fait la pub de David. Si vous l'appelez de ma part, vous n'hésitez pas, il sera ravi. Donc ça, c'est les influenceurs. Une autre capacité à avoir, c'est de se dire, si je ne gagne pas assez dans ma fonction, je vais peut-être faire une autre fonction. Alors, ça va peut-être nécessiter de me former, etc. Mais je suis dans la comptabilité, je trouve que je ne gagne pas assez, je vais peut-être me former à la finance pour aller gagner plus et rester dans la même entreprise ou dans une autre entreprise et aller dans des fonctions où on gagne mieux sa vie. Voilà. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, hein. N'hésitez pas à changer, à switcher de job, que ce soit de fonction ou de job dans votre entreprise, évoluer dans votre entreprise ou évoluer ailleurs. Si, d'après vous, ce que vous gagnez, soit en temps, soit en argent, n'est pas le bon curseur pour vous, il faut changer. Encore une fois, prise de risque. Mais ça, c'est que vous, dans votre tête. Ne me dites pas, oui, mais moi j'ai des enfants, oui, mais j'ai une famille, j'ai un crédit, j'ai des machins. Oui, mais je crois que la plupart d'entre nous en ont. Je crois que la plupart d'entre nous en ont. Hein. Donc voilà. Hop, j'ai une petite question qui m'est arrivée. Alors, je ne la vois pas, il faut que je clique dessus. Serait-il possible d'avoir un replay? Bien sûr, Thibaut. Il y a le replay, vous l'aurez à l'issue. Vous aurez deux emails. Le email de Livestorm qui vous envoiera le replay simple. Et nous, notre email qui partira à tous les inscrits tout à l'heure, dans l'après-midi ou demain ou plus tard, avec non seulement le replay et le support. Il est 13h57, donc vous voyez qu'il me reste 3 minutes, je vais aller très vite. Donc encore une fois, c'est une question d'équilibre, j'arrive vraiment à la fin. Ce que je fais moi, tel que je le fais, ma gestion du temps ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Par contre, je vous invite à vous poser les questions sur votre gestion du temps. Est-ce que ça vous satisfait en termes de temps de travail ou de temps d'activité, et puis en termes de valeur ajoutée et donc de gain, que ce soit en gain de temps, en gain d'argent. Est-ce que vous êtes satisfait de ça? Si vous ne l'êtes pas, posez-vous des questions de qu'est-ce que je dois bouger, qu'est-ce que je dois faire moi. Et ne dites pas c'est les autres, ne dites pas c'est mon patron qui me bride, c'est l'entreprise qui me limite, non, c'est vous. C'est vous à transposer dans notre réalité. Exactement. J'arrive à la fin, il me reste 2 minutes, et puis pour ceux qui veulent déborder 3 minutes, mais comme ça j'aurai libéré les autres, on pourra, pour ceux qui veulent échanger dans le chat. Je poursuis ce webinaire par une formation qui aura lieu le 13 octobre, qui s'inscrit dans le cycle du Management Epifit. Alors je vais grandir mon image pour que vous me voyez mieux. Hop. Le livre, le Management Epifit, ou comment faire grandir ses collaborateurs, comme on en a écrit en 2016. Vous voyez que je fais la boucle, hein, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Et donc, on a un cycle de management qui s'appelle le cycle de management Epifit 2022, 20 septembre, 13 octobre, 17 novembre, 15 décembre et 10 janvier. Management Epifit, manager son temps le 13 octobre, mieux communiquer, motiver pour engager et déléguer. Donc, si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer un très bel été.
pour ceux qui partent en vacances, ceux qui travaillent, ceux qui ont des activités diverses et variées. N'oubliez pas notre prochain webinaire, ça sera mon associé Augustin Valero qui vous l'animera sur comment déceler les CV trompeurs et éviter la période d'essai. On aime bien les petits lapsus, les petits jeux de mots. C'est surtout qu'Augustin a relancé notre étude, c'est la 9e étude sur les CV trompeurs que l'on fait et que l'on va sortir à cette occasion, donc ça sera un très très beau moment. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour qu'on continue les échanges. N'hésitez pas à vous mettre en abonnement avec notre page LinkedIn, Florian mentionne. Et puis pour ce, merci beaucoup Laurent pour d'un sudiste, avec grand plaisir. Merci à vous tous pour votre disponibilité. Il est 13h59. Si certains veulent continuer, je reste encore quelques minutes connecté, le temps de répondre aux quelques questions si vous en avez. Si ça vous interpelle, si ça vous intéresse, si vous avez encore des choses où vous dites c'est difficile ou c'est possible, comment on peut faire, est-ce qu'on peut faire, ce genre de choses. Je suis à votre disposition les quelques minutes. Je vois beaucoup de merci. Merci pour ce timing sur notre activité webinaire du jour. Merci Stéphane, super intéressant, bien présenté. Les raisons profondes, Jean-Luc, hop, bien que ne prenant pas en cause les raisons profondes des comportements. Ah, on est bien d'accord, Jean-Luc, hein. Je ne rentre pas dans les comportements individuels, etc. Ça prendrait trop de temps, Jean-Luc, et ça, je le dis en formation, et c'est un processus plus long sur les comportements, les raisons. Tout à l'heure, il y avait des gens qui parlaient de permissivité, l'éducation. Il y a plein de choses qui font que on s'autorise ou pas à faire ce genre de choses. Mais je crois que le Covid a eu cet effet bénéfique sur un certain nombre de remettre en cause des postulats, parce qu'on ne pensait pas que nous enfermer pendant 2 mois et demi, c'était possible. Donc, on a reposé un peu les choses différemment, le cadre différent. Et voilà, moi, j'ai eu la chance de le faire à cause d'un événement dramatique pour mon épouse il y a quelques années, et Covid n'a fait que renforcer mon sentiment. Mais voilà, effectivement, merci Pascal sur très belle approche du ratio temps-travail. Oui, il faut se poser cette question en fait, hein, et temps-rémunération, hein, combien ça me rapporte. Je ne dis pas qu'il faut tous viser d'être Elon Musk et multimilliardaire, hein, c'est pas ça le sujet. Hein. Et je vais vous raconter encore une petite histoire pour ceux qui sont encore là. C'était lundi soir, mardi soir, je ne sais plus, il y a 1 ou 2 journées, je suis allé à un événement au Jardin des Plantes de Montpellier, et on a été reçu par le chef de culture. Donc le chef de culture, c'est vraiment un fan de plantes, etc. Mais il était tellement passionné par ce qu'il faisait qu'on sentait que le rapport à l'argent n'était pas du tout son truc. À telle enseigne qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous le savez, mais le Jardin des Plantes de Montpellier a été nominé dans le loto du patrimoine piloté par Stéphane Bern pour rénover un bâtiment, etc. Et donc, il nous vend le fait qu'il fallait jouer à ce fameux loto du patrimoine, et on lui dit, bah, on espère que vous allez gagner, parce qu'il dit, j'ai jamais joué, etc. Et là, tout de suite, il nous a dit, oh non, 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 moi, jouer, être riche, gagner au loto, c'est pas pour moi, on a des amis qu'on veut pas, etc. Moi, je suis bien avec les plantes, je me régale à ce que je fais, etc. Donc, vous voyez, le rapport à l'argent, le temps, etc., c'est vraiment individuel, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas donneur de leçons. Je vous donne des techniques, des façons de faire, quoi. Elon Musk qui refuse le home office. Alors oui, c'est assez étonnant, d'ailleurs, soit dit en passant. Je n'ai pas bien compris ce concept, parce que je pensais que les grandes entreprises américaines allaient profiter de ça pour se débarrasser de l'immobilier d'entreprise. Ça coûte extrêmement cher l'immobilier d'entreprise, donc c'est une vraie économie. Nous, on a fait ce pas-là. Aujourd'hui, on a réduit notre volume de bureaux parce que aujourd'hui, nos consultants sont plus au bureau, quoi. Et moi, le premier, donc je ne vais pas leur demander d'être au bureau. Nos collaboratrices sont 3. Alors, Augustin sera mieux que moi, je ne sais jamais. Ou Nathalie et Noémie, si vous m'écoutez, je ne sais plus si vous faites 3. Je crois qu'elles font 3 jours au bureau, 2 jours en télétravail. Et ça nous va bien, ça fonctionne très bien, donc il n'y a pas de difficulté, hein, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Avez-vous des astuces pour être focus, Christelle? Ah oui, alors il y en a plein pour être focus. Je les ai donnés un petit peu au début, mais il faudrait prendre un petit peu plus de temps. Être focus, déjà il faut bien définir ses objectifs. Christelle, il faut savoir quels sont les objectifs. Pourquoi je fais ça? Et une fois que j'ai mon objectif, qu'il est très clair, je vais découper cet objectif en sous-petits objectifs. Et c'est ce petit objectif que je vais m'atteler à faire. Et donc, je vais m'atteler à faire ce petit objectif et à faire plein de petits objectifs. Et à me concentrer là-dessus.
Parce que souvent, le gros travers, on n'arrive pas à être focus parce que on se fait une to-do list gigantesque et à la fin de la journée, la to-do list, elle est toujours pleine. Et on se dit, mince, c'est pas possible. Ah, bonjour Aurélia, j'espère que tu vas bien. Donc, merci à toi d'être présente. Donc, effectivement, sur la notion de l'objectif, on se met une to-do list absolument incroyable et puis à la fin de la journée, on n'a pas fini la to-do list et ça a un effet détestable sur notre mentalité. On se dit, mince, j'ai rien foutu de la journée. En tout cas, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Oui, mais vous avez fait quoi d'autre en fait? Et donc, c'est plein de petites choses comme ça que je vous donne en formation le 13 octobre où je donnerai ce genre de choses, quoi. Si vous n'êtes pas sur Montpellier, dites-le moi aussi. Moi, je serais ravi de vous accueillir à Montpellier. Hein. Franchement, venez faire cette formation à Montpellier. On est une belle région, il fait beau. En plus, au mois d'octobre, il fera encore doux, donc c'est plutôt sympa. Mais si vous ne pouvez pas et que les formations vous intéressent, je suis en train de voir, j'en ai décliné parfois en mode visio à distance, donc où je vais beaucoup plus loin que tout ça. Déjà se percevoir en tant qu'acteur principal dans ce qu'on souhaite changer. Exactement, Elke, et la période Covid a certainement permis cette position méta et ce regard nouveau avec ses clés. On passe à l'action. Oui, bien sûr, Elke. Exactement, on passe à l'action. On passe à l'action. Mais voilà, encore une fois, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est personne d'autre, en fait. C'est à vous de changer les choses. Ne me dites pas, oui, mais ma femme, oui, mais mon conjoint, oui, mais j'ai les enfants, oui, mais j'ai mon patron, oui, mais j'ai ceci, oui, mais j'ai cela. Non, non, non. Découper en petits objectifs, c'est pareil que découper en tâches listes. Eh bien, pas vraiment. Pas vraiment, Christelle. Christelle, un objectif, c'est pas forcément une tâche. Dans un objectif, il peut y avoir plusieurs tâches, déjà. Un objectif, c'est la finalité. Hein, c'est pas une tâche. Une tâche, c'est juste un découpage de plein de petites choses à faire pour atteindre un objectif. Pour atteindre un objectif. Donc, oui, ça peut revenir à ça, sauf qu'à la fin, quand j'obtiens mon objectif, bah, je peux passer à autre chose. Sinon, vous êtes dans le cumul de tâches et ça ne s'arrête jamais, en fait, chère Christelle. Ça ne s'arrête jamais. C'est le puissant fond. Hein. C'est le puissant fond. Hein. J'imagine que vous faites de la to-do list, Christelle. J'aimerais avoir votre avis sur la to-do list, Christelle, si vous êtes encore là. Le rétro-planning d'anticipation, ouais, mais point. Alors attention, Ingrid, point trop n'en faut de rétro-planning et d'anticipation, parce que sinon, comment vous allez gérer les impondérables? Comment vous allez gérer que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que c'est tant mieux, et que vous allez avoir tout un tas de catastrophes qui vont vous arriver. On le voit toute la journée. Tiens, pim, pam, poum, vous avez prévu dans votre rétro-planning de faire ceci, cela, et puis il y a votre client qui arrive, votre chef qui arrive, vos collaborateurs qui arrivent, etc. Quoi. Ouais, alors ça serait un peu long, Christelle, à discuter comme ça, en plus dans un échange juste vous en chat et moi en visio, donc j'aurais un petit peu de mal à échanger. Mais n'hésitez pas à me renvoyer à me contacter si on n'est pas en contact déjà sur LinkedIn, à m'envoyer un petit message et j'essaierai de vous envoyer une petite notion sur la notion d'objectif et de tâche. C'est pas tout à fait la même chose en fait. C'est pas tout à fait la même chose. Et moi, à la to-do list, je préfère la down list. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc voilà. Bah, écoutez, grand merci à vous. Je vais clore ce webinaire. Il est 14h07. Je vous souhaite donc un très très bel été. J'ai pris beaucoup de plaisir avec vous tous aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite de mieux travailler sur votre temps, de travailler peut-être moins ou différemment et de gagner plus de temps, d'argent, ce que vous voulez, gagner plus. Merci à tous. Au revoir.